5 meet-up par an à peu près. OK, thank you. Et donc, bon, après, il y a eu le Covid, comme tout le monde le sait. Donc, à ce moment-là, on a passé en mode virtuel, comme tout le monde, comme on s'est fait ça à l'époque. Et on s'est rendu compte avec Mathieu qu'il n'y avait pas besoin de faire des meet-ups qui est sur Paris, parce qu'il y avait des gens des CRE un peu partout en France, des DevOps. Donc, on a essayé un peu de décentraliser l'organisation des meet-ups. Et c'est pour ça qu'on a appelé CRE France. Et on a fait des meet-ups un peu ailleurs aussi, je ne sais pas, dans d'autres villes, à Bordeaux, à Nantes et Lyon, je crois. Bon, il y a pas mal de différentes villes où on a fait des meet-ups. Donc, on a vu qu'il y avait une communauté aussi ailleurs. C'est pour ça aussi qu'on garde la version aussi en ligne, le stream, pour les gens qui veulent rejoindre le meet-up. Donc, ça, c'était à peu près 2022. Et aussi, à ce moment-là, on a créé une association. C'est une association à but non lucratif, évidemment. Et donc, avec Mathieu, on a co-fondé. Et avec ça, ça nous a aussi servi comme moteur pour concevoir, ou en tout cas organiser un summer camp. Pour ceux qui ne connaissaient pas, il y a certains des gens ici qui ont participé. C'est en gros, c'est retrouver 2 jours, sur 2 jours, en général un week-end, en outdoor. En gros, c'était dans les Alpes, à Chambéry, près de Chambéry. Donc, l'idée, c'est d'avoir des conférences les matins et après discuter, faire des activités un peu. Mais Mathieu va parler un peu plus. Du coup, la prochaine slide, juste pour récapituler. Donc, on a fait une deuxième édition en 2023 du Summer Camp. Après, en 2024, on a fait 3 meet-ups, donc la cadence un peu ralentie. Et en 2025, on s'est fait une petite pause avec Mathieu. On n'a pas trop organisé des choses, mais la communauté, on a continué quand même à faire vivre un peu l'activité en termes de réseaux sociaux, Telegram principalement. Et voilà. Et donc, ce soir, on se retrouve là pour ranimer un peu le groupe. Et aussi parce que demain, c'est le CND. Donc, c'est aussi l'occasion de se voir, de partager un peu des sujets sur lesquels on va discuter demain, sûrement. Donc, voilà. Ça, c'est un peu pour l'histoire. Et donc, Mathieu va parler un peu plus de Summer Camp. Merci Pablo pour la présentation. Très rapidement, le Summer Camp, qu'est-ce que c'est et pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc, le Summer Camp, c'est une conférence qu'on a organisée 2 années d'affilée sur les thématiques DevOps, SRE, Cloud. L'objectif, c'était d'avoir une conférence seulement le matin. Et l'après-midi, on avait des activités, randonnées, escalade et jeux de plateau. Et l'objectif, c'était juste de donner un cadre pour échanger autour de ce qu'on avait vu le matin. Parce qu'on s'est rendu compte, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui étaient au FOSDEM ce week-end, mais que généralement en conférence, ce qui est plus intéressant, c'est les discussions de couloir qu'il y a devant l'amphi, qu'il y a dehors, autour d'une barquette de frites ou d'une bière. Et on s'est dit, bah voilà, on va faire cette conférence-là vraiment dédiée, donc moins de talk et plus d'échanges. Donc ça, c'est les exemples des éditions précédentes. Ça a changé un petit peu des confs classiques. Et donc, cette année, on aimerait, avec Pablo, sûrement refaire une édition. Donc voilà, c'était juste pour vous regarder un peu ça dans un coin de votre tête, si ça se refait cette année. Voilà. Donc, ensuite, pour celles et ceux qui ne savent pas, il y a un groupe Telegram où dessus, on partage des actualités, que ce soit des événements francophones, que ce soit des événements autour du DevOps, SRE, que ce soit des réductions sur des événements comme le Cloud Native Days de demain. Voilà, c'est un peu un groupe. Donc, il y a un groupe avec read only, comme on pourrait dire, où c'est juste du broadcast, et il y a un groupe qui est un peu plus interactif, où n'importe qui est libre de parler de quelque chose. Ah, vous avez vu telle nouvelle techno, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience là-dessus? Je cherche du boulot dans telle branche DevOps, etc. Voilà, ça c'est pour la partie communication. Pour les médias, on a un compte sur Mastodon, sur Blue Sky, sur Twitter. X. Et donc voilà, n'hésitez pas à suivre. C'est les 3 mêmes contenus qui sont publiés. Enfin, c'est les mêmes contenus qui sont publiés sur les 3 comptes. Donc, il n'y a rien de différent à ce niveau-là. Et le dernier point, avant-dernier point, voilà. Donc là, tous les trucs de contact sont disponibles sur le site srefrance.org. C'est la meilleure manière de rester informé de ce qui se passe à ce niveau-là. Et comme Pablo a mentionné, on a le Cloud Native Days demain. Donc, Cloud Native Days, c'est anciennement KCD, Kubernetes Community Days. Donc, Cloud Native Days, c'est une grosse conférence sur toute la journée, demain au 104 à Paris. Donc, voilà, ça sera, tous les yeux seront rivés sur le 104 demain, tous les yeux du monde Cloud Native sur cet événement. Donc, nous, avec Pablo, on sera au stand associatif pour représenter SRE France. Et on espère vous y croiser demain pour discuter sur des sujets divers et variés. En tout cas, profitez bien de ce meet-up. Je vais donner le micro à Fabien
d'Akamai pour qu'il présente le sponsor de ce soir, parce que sans Akamai, on ne serait pas là. Et merci à vous. Hop, pardon. Bonsoir à tous. Donc oui, effectivement, je suis Fabien, je suis... Qu'est-ce que c'est le nom de mon job maintenant? Technical Solution Architect chez Akamai. Donc je suis en fait 100% dédié au cloud, partie avant-vente, juste pour expliquer. C'est une équipe assez jeune, parce que comme vous le savez ou pas, Akamai fait du cloud uniquement depuis le rachat de Linode il y a maintenant 4 ans, presque, ou oui, 4 ans. Et en fait, pourquoi on a fait le meet-up? C'est justement par rapport au Cloud Native Days. On est sponsor du CNCF depuis maintenant 2-3 ans, je dirais. Un sponsor assez actif du CNCF. Et en fait, oui, aussi bien d'un point de vue financier que d'un point de vue contribution sur certains projets. Et donc, on en parlait dans le cadre de certains projets du CNCF. Vous, si vous avez besoin d'un environnement, en passant par la CNCF, vous allez pouvoir avoir des ressources sur notre cloud via l'association. Quoi dire, on s'est beaucoup développé depuis le rachat de Linode. Je le fais rapidement. On a des régions, on a évidemment on a même 2 régions à Paris maintenant. On a des régions un peu partout. On n'est pas forcément un cloud qui a vocation à concurrencer les hyperscalers. On essaie bien sûr de faire notre trou dans le marché. Mais comme on parlera peut-être un petit peu Guilhem, on est assez présent sur la partie Cube. On a notre Kubernetes Manager LKE qui est là depuis un petit moment. On a une version entreprise qui est arrivée il y a maintenant quelques mois, on va dire ça comme ça. Et voilà, et donc on est un cloud assez lisible sur les prix, pour pas dire très lisible sur les prix, plutôt abordable, avec on va dire des options assez sympas. Récemment, ils vont être disponibles au fur et à mesure, mais par exemple, pour tout ce qui est inférence, on a signé un gros partenariat avec NVIDIA. On aura des Blackwell 6000 qui arrivent très prochainement à disposition pour faire de l'inférence. Et une des vocations qu'on a, c'est quelque part la synergie avec Akamai, qui est un CDN historique, c'est qu'on fasse, nous, de l'inférence à l'edge d'ici la fin de l'année, avec une solution un petit peu sympa pour aider tout le monde, les entreprises ou les particuliers à le faire. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. Peut-être que, je ne dis pas que c'est garanti, mais peut-être qu'on arrivera aussi à donner un peu de crédit aux gens qui sont venus via un lien que je mettrai à disposition par la suite. Voilà. Merci d'être venu en tout cas. Ah oui. Donc, on commence avec la première présentation. Test. Test. On fait un peu. Un, deux. C'est mieux? Pas mieux? C'était mieux quand je faisais ça. Vas-y, essaye. Vas-y, essaye. C'est mieux? Un peu? C'est pas grave, je peux prendre le micro. J'entends, hein, Ah, à distance. Voilà. Bien, Merci ouais. beaucoup. Parce que nous, on s'entend pas Merci. en retour, donc très bien. Vas-y, c'est bon. Je sais pas ce que je peux faire. Hop, hop. Ouais, c'est bon. T'as pas un truc à faire? Non, c'est bon. Ouais, pour faire sharing call. Voilà. Parfait. Donc, on démarre avec la présentation de Xavier qui il nous va parler des GitOps et des mises à jour. Voilà, des clusters Cube. C'est ça. Merci à tous. Donc, ce soir, je vais essayer de vous présenter quelque chose avec une démo. Mais bon, on verra bien si le dieu des démos sera parmi nous. Le sujet du jour, c'est comment manager au quotidien les add-ons, on va revenir sur ce terme, d'un cluster Kubernetes
quand on est en mode GitOps et les challenges qu'on peut rencontrer. Rapidement, la structure, on va essayer de replacer le contexte, les problématiques, introduire un nouveau terme qui s'appelle IssueOps, ensuite présenter le projet avec vraiment des schémas et des diagrammes pour essayer de mieux comprendre comment tout ça, ça va s'enchaîner. Ensuite, la démo pour vous présenter un tools qui s'appelle Cargo. Et ensuite, on va pouvoir conclure sur les pros, les cons et les autres projets qu'il y a dans cette thématique. Alors, un add-on, qu'est-ce que c'est? Carrément, depuis la documentation Kubernetes, aujourd'hui, un add-on, en fait, c'est un logiciel supplémentaire qu'on va déployer dans le cluster et qui va permettre d'étendre ses fonctionnalités. Généralement, on va dire que c'est un contrôleur ou un opérateur, si vous êtes plus familier, qui permet d'utiliser donc des nouvelles ressources via l'API de Kubernetes. Les plus connus, c'est donc CureDNS, Cert Manager, qui gère les certificats, External DNS pour synchroniser les DNS de votre cluster local vers un register public, l'Ingress et plein d'autres. Alors ça, c'est une structure de projet, comme il peut y en avoir plein d'autres. Nous, on a testé un repository pour gérer tous les clusters EKS au sein de Datadome. On a un premier niveau qu'on appelle clusters, où on gère plutôt la partie, on va dire, infrastructure, avec du Terraform, pour dire voilà à quoi ça ressemble dans tel environnement. Donc là, on a une vue orientée cluster. Et ensuite, au second niveau, on a une vue qu'on a appelée sa components, mais qu'on pourrait rappeler add-ons, où là, on est plus justement orienté sur ces add-ons. Donc, les manifestes de déploiement de tels composants. Et ensuite, là, je ne voulais pas montrer, mais l'arborescence, elle redescend ensuite par type de cluster et par environnement. La problématique qu'on a. Généralement, quand on est des humains et des hommes, on aime bien avoir une arborescence assez dry, le fameux don't repeat yourself, une arborescence où on voit tout à plat, où on n'a pas besoin de switcher de branche en branche pour savoir qu'est-ce qui se passe dans l'environnement ABC. Et on essaye, peut-être des fois à tort, de partager un maximum de configurations pour se dire la prochaine fois que j'ai une modif à faire, je la fais à un endroit. Oups. C'est transition. La problématique du coup, c'est quand on fait du multi-cluster, parce que le dry, ça peut avoir un petit effet Big Bang, ou quand on fait un change, en fait, le blast radius, c'est qu'on peut impacter tous les clusters d'un coup. Et également, l'une des problématiques, c'est le pattern GitOps, qui aujourd'hui principalement est merge et ensuite apply. Ce qui fait que, grosso modo, si jamais on s'est rendu compte qu'il y a un problème sur un cluster, en fait, il faut qu'on revert le commit et donc on revert le change sur tous les clusters. Grosso modo. Quand c'est le plus simple, quand c'est l'approche la plus simple. Alors, IssueOps, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, peut-être que vous connaissez ce projet Atlantis, qui, lui, sert à manager des changements de Terraform. Donc, Terraform, pareil, c'est un outil d'infra as code où on essaie de définir les ressources cloud dans du code. Ensuite, on fait un Terraform plan, ça nous dit les changements qu'il veut effectuer, et un Terraform apply pour les réaliser. Atlantis, c'est un projet qui a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant et qui a voulu avoir une approche plutôt orientée par les PR driven, où en fait on ouvre une PR, par défaut il va faire un plan automatique, il partage son plan à travers un commentaire sur la PR en question, on peut l'observer, faire une review et ensuite si on est satisfait on fait un Atlantis apply et tout ça c'est exécuté depuis ce serveur Atlantis et donc on n'a pas de credentials depuis les laptops de chaque opérateur. Donc ça, c'est l'un des premiers, on va dire, tools qui a abordé ce fameux IssueOps. C'est-à-dire tout est piloté à travers, en fait, finalement, l'interface de GitHub et le fait de rajouter un commentaire sur une PR. Mais voilà, ce que j'allais dire, c'est que IssueOps, en fait, c'est peut-être un terme qui est nouveau, mais ça existe depuis un petit bout de temps. C'est un peu équivalent également à ChatOps et autres. C'est une manière, en fait, de trigger un événement. Mais entre-temps, il y a vraiment un projet qui est né, qui s'appelle IssueOps, qui est principalement drivé autour de GitHub. Et il y a aussi un blog post de GitHub qui maintiennent certains types d'actions pour justement faire des commentaires et orchestrer des déploiements à partir d'une branche et autres. Le projet d'aujourd'hui, donc, c'est orienté autour d'un repository, celui dont j'ai essayé de vous présenter l'arborescence un peu plus tôt. On va avoir un nouveau concept qui est deux types de branches, des branches dry, donc celles que j'ai exposées, et des branches wet, pour write every time contre don't repeat yourself, où on essaie de grouper un maximum. Vous allez le voir ensuite. C'est un pattern qui commence à émerger depuis 2 ans,
où il y a carrément les fondateurs d'Argo CD et leur entreprise Acuity qui justement poussent dans cet ordre-là. L'idée, c'est vraiment d'avoir des branches programmatiques où le contenu est vraiment entièrement généré. Typiquement, si vous utilisez du Helm pour déployer des choses dans Kubernetes, vous avez votre joli template et un fichier de values. Et après, vous ne voyez pas vraiment le rendu et les objets cubes qui sont faits. C'est Helm apply et puis il fait des choses pour vous. Et des fois, ça peut être problématique. Et eux, en fait, leur paradigme, et ce qu'ils essaient de pousser, c'est de dire qu'il faut générer tous ces templates et committer le rendu dans des branches. Donc les tools à notre disposition, ça va être GitHub, GitHub Actions, mais surtout pour avoir toute la partie Events. On va aussi exploiter l'API de Deployments. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent. Ça fait longtemps que c'est là dans les API de GitHub, mais ça n'a, à mon sens, pas été beaucoup promu ou mis en avant. Parce que c'est une API assez haut niveau qui ne fait juste rien à part qu'enregistrer des informations. Et elle vous laisse du coup vous intégrer dedans pour vous faire les actions. C'est vraiment du pur un event et je dispatch. Argo CD pour faire la partie déploiement des ressources sur Cube, mais ça c'est ce qu'on avait déjà dans le paradigme du début, et un nouvel outil qui s'appelle Cargo, que je voulais déjà présenter chez SRE France il y a un petit bout de temps. Le schéma global. L'idée, c'est donc d'être sur ce repository GitOps, à plat, de faire un pattern assez classique de faire une branche de feature. Cette fois-ci, la CI, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va donc construire ces fameux manifestes, soit avec un M-template ou un customized build ou peu importe. On peut réaliser des tests dessus si on a besoin d'en faire, avec des policies et autres. Et ensuite, ces manifestes, ils vont être pushés sur des branches dédiées, des branches de déploiement, donc sur ce même repository. Donc il y aurait la branche main et des features X, ça c'est manipulé par les humains. Et après, il y aurait des branches deployment / mon environnement, mon cluster, qui seraient dédiées à ces clusters-là et qui possèdent les copies et les manifestes que pour ce cluster-là. L'idée donc, c'est que ça push sur ces branches, ici une première fois, et donc on est encore une fois un peu de GitHub qui récupère ces manifestes et qui fait un pont vers notre outil qui s'appelle Cargo. Et lui, c'est lui qui va orchestrer, qui va surtout avoir une logique de promotion. C'est lui qui va dire, OK, un change qui vient de tel endroit a le droit d'aller sur un deuxième endroit s'il répond à ces conditions-là. Je vais vous le présenter un peu plus tard. Le cargo, en fait, il est assez assimilable à Yet Another CI/CD Tools. Vous le verrez même dans ces manifestes. Si vous avez envie, vous pouvez même implémenter ça en GitHub Actions, en Jenkins, en whatever. Et lui, tout ce qu'il va faire ensuite, c'est piloter Argo en lui disant maintenant, pour cette application-là, tu vas aller voir sur telle branche, puis sur telle autre, et puis tu reviendras. Ah oui. Et à la fin, une fois qu'il a les retours d'Argo CD, si les déploiements se sont bien faits, on va aller mettre à jour l'API de GitHub pour utiliser ce qu'on appelle les fameuses CI checks. Vous voyez, sur une paire, à chaque fois, il y a quand vous triggerez de la CI, ça peut se faire entièrement, en effet, via GitHub Action ou des outils de CI conventionnels, mais en fait, c'est une API, et à partir du moment où vous l'implémentez, vous pouvez dire je déclare un nouveau checks, il est en pending, il est fail ou il est successful. C'est à peu près ce que je viens de dire. Voilà, c'est pour ceux qui pourront relire les slides a posteriori. Donc, des branches d'environnement qui, elles, sont suivies par Cargo, qui derrière utilisent un promotion template, c'est ce qu'on va voir, qui va donc mettre à jour l'API de GitHub, qui va instruire Argo CD de dire arrête de regarder cette branche, va voir cette branche de PR, s'assurer que ça se sync, et si ça se sync, report un successful. Et si ça se sync pas bien, il va revenir sur la branche d'avant. Les puristes diront que c'est plus tout à fait du GitOps, parce qu'en fait, la définition pour dire que telle application Argo CD regarde telle branche, elle est mise à jour en permanence par ces outils, mais à la fin, la source, c'est toujours du Git. La partie stage promotion. Alors, si tout va bien, et que l'Argo CD, par exemple, de l'application X du cluster testing s'est bien passé, il aura mis le status check s'avère. Encore une fois, grâce à GitHub et à la myriade d'événements et de triggers sur lesquels on peut s'abonner sur un check à changer, aller vérifier lequel a changé pour ensuite trigger la suite. Donc par exemple, là, on sait que ce serait un check de tel environnement sur tel cluster, alors dans ma promotion, je vais récupérer le suivant et je vais demander à Cargo de faire la suite. Seulement si ici c'est vert.
Voilà, donc il y a des commentaires qui sont envoyés sur les PR. L'opérateur, il peut faire une review et ensuite, on trigger. Et en fait, après, c'est le même workflow. Ça remet à jour le PR et puis ça revérifie le statut d'Argo CD et ça renvoie des informations auprès de GitHub. Et que si jamais maintenant, après, j'ai 2 environnements qui sont cette fois-ci totalement verts, je peux aller mettre le meta-checks vert et commencer à merger toutes les PR et dire c'est bon, elles sont là, elles peuvent disparaître. L'idée là, c'est d'appliquer le même pattern qu'Atlantis, c'est-à-dire de ne pas faire du déploiement on-merge, mais du déploiement depuis ces branches de PR, et on merge que quand c'est bon. Si c'est pas bon, en fait, on revient sur l'ancienne branche qui n'a pas été modifiée. C'est comme ça qu'on fait le rollback. Voilà, c'était ça l'idée. Derrière, quand tu as une branche qui est émergée, ensuite, après, ça peut se cascader en mettant des bonnes références au bon endroit grâce aux pairs ID des repositories qui sont uniques de la part de GitHub. Donc voilà, quand la paire parent elle est émergée, et ben, ça trigger un workflow pour aller delete les paires enfants. Ah, l'effet démo. Alors, ici, donc ça c'est un Argo CD. Parmi vous ici, qui est familier avec Argo CD ou pas du tout? Ouais, je dirais la moitié. Ok. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec, c'est un outil qui est donc natif pour Kubernetes. Je vais demander qui est familier avec Kubernetes. Ça va, un peu plus. Et en gros, si je prends cette application-là, leur idée, c'est quoi? C'est de définir... Oui, bien sûr, on peut zoomer. Il y a une source à un tel endroit. Ici, c'est sur tel repository. Il y a des manifestes qui sont situés dans tel path. Et à partir de là, je vais les déployer sur tel cluster cible, sur tel namespace. Et ensuite, ici, il y a quelques petites informations sur comment il doit s'assurer que ce qu'il a trouvé dans le repository est toujours bien déployé sur le cluster. Mais grosso modo, c'est ça l'idée. Il y a une source, une destination, et lui, il s'assure qu'elles sont toujours synchronisées. Voilà. Donc là, en fait, notre setup, c'est on a donc une application Cert Manager pour le cluster de testing, une application pour le cluster de production, et on pourrait avoir ça pour plein de types de clusters différents en fonction de combien on en a à gérer. À côté, donc, il y a cet outil qui s'appelle Cargo. Alors, l'UI, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est assez intéressant. Ils ont une notion de source, de trigger, et ensuite, ici, des stages. Alors là, c'est encore une fois un exemple de démo où il y a un stage de testing, un stage de production, il n'y en a qu'un, mais vous pouvez avoir des setups assez complexes. Si on va sur leur site à eux, on peut vraiment définir ici plusieurs clusters d'AB testing, plusieurs clusters de production en fonction des régions cloud, des points de synchronisation et autres. Et leur idée à eux, c'est de faire de la promotion, c'est-à-dire de dire une fois qu'un manifeste a été plus ou moins compute ou buildé, c'est la même qui va être promue d'environnement en environnement. Et normalement, avec le code couleur, on est censé savoir quelle version est déployée sur quel cluster. Donc là, par exemple, on voit que tout le cluster de production ont la même version et ainsi de suite. Par contre, là, on voit que les clusters de testing, ils n'ont pas la même version de déployée. Et ils supportent différents types de ressources. Alors, pour l'instant, c'est assez Kubernetes-centrique, mais le projet souhaite vraiment s'ouvrir et potentiellement de manager du Terraform ou n'importe quoi comme autre système qui nécessite ce concept de promotion à travers des environnements. Donc là, ça c'est principalement avoir comme source soit un repository GitHub ou GitLab ou n'importe quoi, ou alors des images, n'importe quel container registry, ouais, principalement. Et de la même manière, on peut créer donc des projets, il y a des users, une CLI et des manifestes qu'on pourra regarder un peu plus en détail après. Donc, la suite de la démo. On a donc nos manifestes, par exemple pour Cert Manager. Et là, il y a notre copain Renovate. Est-ce que vous connaissez Zoom? Oui. Zoom à mort. Nope. Est-ce que vous connaissez RenovateBot? Oui. Alors, c'est un outil en CLI et son but du jeu, c'est d'essayer d'automatiser la mise à jour de vos ressources, de vos dépendances. Mais peu importe votre langage, ce n'est pas réservé à
à de l'infrastructure. C'est même à la base fait pour les écosystèmes Node.js, Python, Go, n'importe quoi. Et leur but du jeu, c'est comme des pandabots de GitHub. Alors, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'ouvrir des paires en mettant à jour les versions de vos dépendances dès qu'ils en détectent. Donc, pour illustrer la problématique, c'est que sur cette paire-là, donc, on voit que vu qu'elle est à plat sur une seule branche, l'outil Dependabot Renovate, il passe une fois, il dit Hey, Cert Manager, il faut le mettre à jour, et hop, il ouvre une paire qui va automatiquement impacter et testing et production. Donc là, si je merge, les deux clusters, ils sont datés d'un coup. Mais peut-être que je veux pas, peut-être que je veux juste l'appliquer sur mon cluster de testing pour m'assurer que j'ai pas de régression, que tout est compatible, et ensuite le promouvoir. Donc Renovate, il a fait son travail, il nous explique plein de choses sur la raison de l'update. Et ensuite, donc là, il y avait une première GitHub Actions qui a été triggered et qui essaye de, en fonction de la manière dont on a organisé et structuré notre repository, donc nous, il y a des conventions sur le nommage, essayer d'identifier, avec les fichiers qui ont été modifiés, quel cluster est impacté par le changement. Et donc là, on a un premier commentaire qui nous dit, tiens, le cluster testing, il a été modifié pour tel composant. Très bien. Ensuite, l'outil, automatiquement, vous le verrez pourquoi, il a été autorisé à dire que si c'est un cluster qui s'appelle testing, tu peux tout de suite faire un déploiement dessus. Et ensuite, il dit aussi, tiens, dans cette même paire, il y a aussi le cluster de production qui a été updaté. Et pour chaque cluster, il a fait une sous-paire. Là, il y a la paire 53, par exemple, pour la production, et il y a la paire 52 pour le testing. Alors là, attention, ça va piquer les yeux. Parce que ça, donc, c'est le charts de Cert Manager, ça a fait un M-template, et ça a mis à jour tous ces fichiers-là, qui sont des fichiers automatiquement générés par notre copain Helm. Alors, ça peut apparaître verbeux, mais des fois, ça permet vraiment de savoir ce qui se passe s'il y a des nouveaux composants ou des role bindings qui ont été updatés ou autre. Ça permet vraiment de savoir tous les objets qui vont être mis à jour. Mais derrière, là, ça fait peur parce qu'il y a beaucoup de choses, mais dites-vous que justement, puisque c'est une autre PR, vous pouvez encore une fois mettre de la CI/CD et dire si c'est que des labels qui ont été modifiés, c'est pas grave, tu peux tout de suite me dire que c'est bon. Si par contre il y a des objets qui ont été modifiés, là demande quand même à un humain de faire une review. Enfin, voilà, on peut rajouter tout ça. Alors qu'avant, on l'avait pas. On avait juste, on passe de 1.18 à 1.19. Inch'Allah. Quand cette paire est donc ouverte, il y a un tag également qui est mis avec l'ID de la paire, et c'est ça que notre ami Cargo, qui est ici, détecte avec ce qu'il appelle un warehouse, joli nom. Et lui, il est configuré pour aller chercher tous les tags qui commencent par Cert Manager pair et il cherche la dernière mise à jour. Quand il la trouve, il a le droit automatiquement d'aller déployer sur le cluster de testing, et là, il nous rapporte que c'est ready et que c'est healthy. Et si on regarde un peu le détail de la dernière promotion step, c'est quelque chose qui ressemble à pas mal de... comme à du GitHub. Attendez, je vais encore une fois zoomer. Voilà, donc on voit qu'il y a des steps. Ce config, je fais ci, puis ensuite avec des variables, puis ensuite je fais autre chose, et ainsi de suite. Enfin bref, un GitHub Action, quoi. Et normalement, une fois que ça, c'est bon, alors l'outil vous permet carrément de, ici, faire une promotion si vous le voulez, depuis la UI. Nous, ce qu'on a essayé d'implémenter avec ça, c'est comme je vous disais, du IssueOps avec une GitHub Action qui s'appelle Branch Deploy, et où on peut donc, ici, issuer une commande, où il y a notre copain Cargo qui nous a dit à la fin, puisque c'était ready and healthy, que le promotion jusqu'à testing s'est bien passé, et donc que je pouvais continuer avec cette étape-là. Donc là, vous voyez qu'il y avait les checks de CI qui bloquent la production, et normalement, à la fin, je peux faire ça, croiser les doigts. Non. Non, normalement, là, c'est censé... Il y a un webhook qui tourne sur mon laptop et avoir que des trucs locaux. C'est ça, normalement. Le fameux normalement. Ah, wouhou, j'ai une petite requête, je suis content. Et normalement, ici, je devrais l'avoir. Non. Pourquoi? C'est là l'effet démo.
Il y a 24 secondes, ouais, c'est ça. Qui n'a pas marché par ce commentaire, d'accord. Ça n'a pas marché. On va le faire depuis la UI du coup. Donc forcément, ça ne marchera pas. Hein. Mais voilà. C'est ça, tout est en local. Donc normalement, là, c'est à ce moment-là où c'est censé passer par les internets, les dieux internet et revenir sur mon ordi. Oh, oh bah dis donc, c'est presque vert, il y a marqué success. On ne sait pas trop ce qui se passe. Hein. Et là, bon, bref. Ce qui est intéressant que je pourrais vous montrer du coup avec ça, c'est avec surtout l'outil Cargo, c'est ça. Donc, ils ont une notion de projet et surtout de config où on peut leur dire, voilà, j'ai une promotion policies et je vais autoriser donc tous les environnements qui ont un label qui ressemble à testing à faire de l'auto-promotion. Donc, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Quand on déploie une promotion, il a le droit. Et ensuite, il dit, par contre, tous les autres environnements où il y a production, là, c'est pas du tout enabled et c'est à quelqu'un de le trigger. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc, il y avait les objets warehouse dont je vous en parlais. Donc, pour Cert Manager, on disait, bah, en fait, ta source de vérité, c'est ce repository et tu cherches des tags qui ont ce format-là. Tu cherches toujours le dernier tag. Ensuite, tu peux déployer sur testing. Et ta source, c'est donc ce qui provient du warehouse. Là où plus tard, on va lui dire qu'en production, sa source, c'est le warehouse, mais c'est également le stage testing. Donc en fait, il a le droit de déployer sur production que quelque chose qui est passé par le warehouse et qui a été déployé de manière successful sur testing. Et c'est comme ça qu'on peut mettre des conditions pour dire vous n'avez pas le droit de passer d'un environnement à l'autre. C'est ça qui était intéressant dans cette partie d'update promotion. Je vois que c'est passionnant. Merci Manu. Les pros et les cons. Le pro, c'est de garder donc une structure dry pour les humains, avec une branche principale main et une branche de feature, d'utiliser plutôt des outils qui sont prévus pour ça, comme Cargo ou les outils pour pouvoir gérer tout ce qui est toutes des branches, on va dire, programmatiques, et d'avoir un flow qui est PR-driven comme on l'a avec Atlantis, parce que c'est quelque chose qu'on affectionne assez chez Datadome. Parce que du coup, ça donne une place centrale où on peut voir ce qui s'est passé par rapport à un change. Les cons. Ah non, c'est pas encore le cons. Le cons, c'est que les fameuses wet branches, ça peut être un peu overwhelming parce qu'on commence à avoir plein de branches qu'on n'a pas générées. Et le PR status, là, tel qu'on l'a fait pendant ce POC, ça fait un peu de la glu. Et la preuve, des fois, ça ne marche pas exactement parce qu'on n'a pas parsé convenablement le commentaire. Dans la galaxie sur gérer toutes ces histoires de promotion, il y a plusieurs projets qu'on avait identifiés. Il y en a un qui s'appelle Telefonisca, qui est lui plutôt mis en avant pour gérer, on va dire, du Terraform. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des copies de fichiers dans des PR. Donc c'est très, il faut que vous matchiez la structure de leur repository. C'est très opinionated et sinon, bah, vous ne pouvez pas trop l'utiliser. Il y a un projet qui fait partie de la galaxie Argo qui s'appelle GitOps Promoter, qui est plutôt pas mal. Et ils ont bien évolué ces derniers temps, on va pouvoir le voir rapidement. Mais il reste toujours sur le principe de il faut que des chains soient mergés sur une branche avant d'être déployés. Et sinon, pour vraiment répondre à la problématique des add-ons Kubernetes, il y a un autre projet qui a l'air très intéressant qui s'appelle SvelteOS, qu'on peut assimiler à de l'Argo CD, mais qui lui est vraiment dédié pour gérer ces composants-là et pas des applications quelconques. C'est là où, théorie, il y a un GIF animé. Bon, c'est pas grave. Telefonisca, ça c'est le deuxième projet dont je vous en parlais, qui est donc un peu similaire parce qu'il fait aussi des commentaires sur des PR et autres, mais lui, dans ses PR, il ouvre carrément d'autres PR et il copie des fichiers. Et ça, c'est SvelteOS qui, du coup, met à disposition également un environnement de dashboard où on enregistre des clusters et qu'on dit, voilà, ça, c'est les add-ons que j'ai à ma disposition dans telle version. Et il permet également de faire des promotions de cluster en cluster. Lui, c'est vraiment le projet le plus mature pour cette gestion d'add-ons sur des clusters. Mais qui demande un peu plus
de déploiement et d'investissement. Merci. Merci Xavier. Et pour les questions, juste petite précision, on va faire les questions après. Comme ça, vous avez l'occasion aussi de rencontrer Xavier, parler avec lui, discuter plus amplement. Et donc, on passe à la prochaine présentation de Guilhem. Merci beaucoup, Xavier. Si. Je sais même pas si je partage. Ah oui, il faut appuyer sur le bouton. Attends. C'est là que j'aurais share. Je vais passer en partage d'écran. Tac, tac, tac. Clone, comment on fait? C'est maintenant sur Mac. Tag, entire screen. C'est ça. Ouais, ça marche. Ouais, non, mais oui. De toute façon, je pense que je vais aller vite, en fait, en vrai. Tac. Et donc, bonjour à tous. Je m'appelle Guilhem, je travaille chez Akamai. Alors, si vous voulez une présentation à l'arrache, ça va être la plus grosse présentation à l'arrache, puisqu'elle va être entièrement vibe codée. Je crois que j'ai même pas vu encore toutes les diapos. On ne s'est pas concerté. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait en interne chez Akamai pour de l'infrastructure interne. Et en fait, on va parler de Sveltos et pas SveltOS. C'est Sveltos, il n'y a pas de OS majuscule. Donc Sveltos, et on va aussi parler de OCM, et on va voir un peu ce que c'est. On va revenir vraiment sur la problématique multi-cluster, parce que souvent, quand on parle de Kubernetes, on parle de monocluster, cluster de production, cluster de staging. Ils ont un petit nom, on les considère, on les pète, ça se passe bien. Qu'est-ce qui se passe quand vraiment on essaye de passer un peu à l'échelle et qu'on essaye vraiment d'avoir du gros cluster, enfin beaucoup de clusters. Pourquoi? Pour limiter le blast radius, on en a parlé, limiter les impacts quand il y a quelque chose qui se passe, pour des fois des problèmes de régulation, on veut avoir de l'edge, de l'hybride, avoir des clusters dans plusieurs cloud providers, mais mettre at edge très très proche, donc on commence à avoir plein, donc là on ne peut pas mettre un seul cluster, on est vraiment obligé d'en avoir plusieurs. Des scaling limits, des notions organisationnelles, c'est-à-dire que souvent vous allez vous mettre à faire du multi-tenant parce que vous voulez avoir un monocluster. Qu'est-ce qui se passe si vous en avez plein? Et ben, d'un coup, les problèmes organisationnels sautent un peu, vous n'avez plus de problème de airbag, etc., etc. Le mini-cluster, c'est vraiment quelque chose où à un moment, on est obligé d'y passer. On peut essayer de trickser autant qu'on peut. Il y a un moment, il faudra y passer. Et en fait, comment on fait à ce moment-là? Le premier problème qui se pose, c'est où est-ce que sont mes clusters? Donc j'ai dit, on les appelle plus, ils n'ont plus un petit nom, ils n'ont plus un label qu'on connaît. Donc il faut quelque chose, il faut une façon de les inventorier. Parce que quelle que soit la façon dont on les a approvisionnés, avec de la cluster API, du Terraform ou des consoles, directement depuis notre cloud provider, il nous faut un moyen à la fin de les trouver. Le problème, c'est aussi comment on va pouvoir les déployer de manière consistante. Je n'ai pas envie d'avoir la moitié de mes clusters avec Cert Manager, l'autre, en fait, c'est pas installé, j'ai oublié, etc., etc. Donc, en fait, il y a toujours ce problème de qu'est-ce qui se passe si je fais 40 milliards de M-install sur plein de clusters? On se retrouve à avoir quelque chose de compliqué. Donc, c'est vraiment la gestion de ce drift. C'est le problème qui se pose quand on a beaucoup de clusters. Qu'est-ce qui se passe également? C'est comment je fais pour vraiment communiquer, comment je fais pour que tous mes opérateurs puissent se connecter à tous les clusters. Si jamais la moitié des clusters ne sont pas disponibles ou ils sont disponibles que si je suis dans les locaux, les autres ne sont pas dispo, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe si certains sont sur GKE, il faut que j'installe donner les droits GKE, l'autre c'est de la WS, etc. Comme j'ai dit, on pourrait potentiellement avoir cette notion d'hybrid cloud et d'être chez plusieurs opérateurs en même temps. La réponse facile, c'est de se dire, c'est facile, hein, GitOps. Ouais, mais non, en fait. En fait, il y a toujours un problème qui est, qu'est-ce qui se passe quand on a ces nouveaux clusters installés? Donc, on a un peu un chicken and egg, c'est oui, ok, il faut installer, oui, GitOps, c'est une solution, mais il faut installer GitOps. Donc, qui le fait, qui pourquoi, qui le maintient?
ça limite le blast radius. Alors là, c'est bien, ça reprend un peu le talk. C'est pas du troll, mais un peu. C'est bon, on arrive à quelque chose avec 1 milliard de branches différentes à gérer, des passes, des machins, à devoir faire, à devoir mettre des outils qui sont très bien, comme Cargo, par exemple. Ça marche, mais quand on connaît un peu quand même leur nom, quoi. Il faut qu'ils aient une branche, on les pète. C'est une branche par cluster. Qu'est-ce qui se passe quand j'en ai 200 branches à gérer et 200 PR à faire en même temps, à devoir review, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe quand on a un peu tout ça? On a un peu tout à maintenir. Et comment on a les feedbacks? Et bah, là, c'était un peu ce qu'on a vu avec Cargo. Bah, oui, ok, j'ai poussé dans mon Git repo, j'ai apply, mais j'ai un feedback qui arrive aux développeurs. Donc là, on a eu quelque chose de très bien. Ça marche, hein, c'est vraiment quelque chose justement qui est possible à faire. Ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué à mettre en place. Et surtout, quand vous commencez à être dans une organisation où potentiellement vous ne gérez pas ces clusters-là. Typiquement, on pourrait avoir un système où, en fait, imaginez-vous demain dans une équipe qui gère des centaines de clusters Kubernetes et juste ça, c'est-à-dire on ne sait pas qu'est-ce qui est dedans, on ne sait pas comment c'est installé, c'est peut-être même par des développeurs qui sont dans un autre Git repo. Typiquement, vous êtes une team CAS, une team Kubernetes as a Service. Comment vous faites pour gérer ce genre de choses? Donc, le GitHub, c'est pas le problème, c'est juste que c'est pas suffisant. Il faut un peu quelque chose de par-dessus qui est vraiment une notion d'orchestration par-dessus le GitOps. Le landscape, rapidement, je n'irai pas forcément dans les détails de tous les produits, mais en fait, pour vous donner un peu la big picture, c'est qu'en fait, on continue de conserver toutes les choses que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour créer votre cluster. Je ne réponds pas à cette problématique-là, c'est autre chose. La question, c'est comment je fais pour avoir la notion d'inventaire. Donc, sans doute, beaucoup d'entre vous connaissent Rancher. On va parler d'OCM pour Open Cluster Management. Et après, donc, il y a la gestion des add-ons. Donc, vous pouvez toujours la faire avec FluxArgo. Hein, enfin, chacun est libre de se faire chier. Mais on peut aussi voir pour faire du Sveltos. Et après, on va voir même au-dessus qu'on peut, une fois qu'on a cette notion de cluster inventory, on a une notion de workload scheduling qui commence à être géniale parce que comment je fais pour que mon application maintenant elle aille sur 200 clusters en disant je veux 3 instances en Nord-Amérique, j'en veux une en Europe, mais j'en veux 2 en Asie, mais surtout pas en Chine. Voilà, bah, ça en fait, on n'a pas d'API aujourd'hui pour faire ça, sauf si on utilise des produits comme Karmada ou Kubefleet par exemple, qui sont des produits qui permettent d'avoir cette notion vraiment de workload par-dessus. On parle souvent de fédération, mais alors fédération c'est un mot compliqué dans le monde Kubernetes, il y a eu pas mal de projets dessus, mais voilà, c'est plutôt la notion de fédération. Et quelque chose qui est assez important, c'est la notion aujourd'hui il y a des nouveaux standards qui apparaissent. Alors attention, Cluster API, c'est pas le même qu'il y a ici. Voilà. C'est dans le SIG multicluster, donc qui travaille dans Kubernetes, il y a une notion maintenant de cluster profile qui permet en fait d'avoir cette notion de déclaration. Un cluster profile, c'est pas vraiment je veux un cluster, c'est que ça vous dit où est-ce que sont mes clusters. C'est un inventaire de clusters. Ça fait partie de ce qu'ils appellent l'inventory API qui existe. OCM, comment ça marche? Donc déjà, c'est un produit qui est fait par Red Hat. J'ai pas mis de... En fait, il n'y a même pas d'UI en fait en vrai. Mais c'est un produit qui est fait par Red Hat, qui est notamment quelque chose qui s'appelle Cluster Advanced Management, si jamais des gens font du OpenShift. Donc c'est un produit qui est open source, mais packagé par Red Hat. Le concept, c'est d'avoir en fait un hub cluster que vous allez gérer, qui va être le centre, sur lequel vous allez en fait register les clusters, vos clusters distants. Le register se fait directement en fait. En fait, c'est le management cluster qui fait le register dessus. L'avantage, c'est que il sort à travers tous les NAT, les firewalls, etc., etc. Votre seul but, c'est que votre hub cluster soit disponible sur Internet ou au moins dans votre réseau. Et en fait, il va installer à l'intérieur de chacun des clusters ce qu'ils appellent un clusterlet avec un K, parce que c'est pas sinon c'est drôle. Et donc, c'est cet agent-là en fait qui va faire des agents. En fait, c'est votre agent embarqué. En fait, c'est un peu l'agent infiltré au sein de ce clusterlet. Donc, ça va avoir cette forme-là en fait dans le cas de Open Cluster Management, on va avoir un objet de type Manage Cluster qui va avoir des conditions, on va pouvoir avoir des informations sur lui. Et grâce à ces informations, on va pouvoir lui faire des placements. Donc là, en fait, je vais pouvoir dire, j'ai un placement qui s'appelle EUProd, qui va pouvoir targeter, en fait, et tout se passe par des labels, comme on aime bien le faire dans le monde Kubernetes. Et on va dire que voilà, ce placement-là, par exemple, c'est quelque chose qui va sur tous les clusters qui ont le label Env Production et Région EU West. Ça permet en fait d'avoir comme ça des décisions qui sont prises à partir de ces placements.
OCM arrive avec une notion de add-on. Et alors là, c'est là où c'est compliqué, c'est que ce n'est pas les add-ons qu'on a vus avant et ce n'est pas les qu'on a vus avec Xavier, mais ce n'est pas non plus les add-ons qu'on va voir après. C'est vraiment les add-ons au sens OCM. C'est quelque chose en fait qui permet d'installer un composant multi-cluster qui va être dessus. L'exemple, par exemple, de cluster qu'on peut avoir, d'add-on, c'est Cluster Proxy. Cluster Proxy, ça va en fait installer, si vous avez déjà installé les clusters Kubernetes en étant un peu bas niveau, ça va installer des connectivity qui vont permettre en fait depuis le hub de se connecter à l'API des workloads. Et donc en fait, ça ouvre en fait un tunnel qui va nous permettre de pouvoir communiquer depuis le hub sur n'importe quel cluster directement à l'API. On a par exemple Managed Service Account qui permet de générer des tokens des service accounts et des tokens dans les clusters cibles qui vont permettre en fait de donner des droits et en fait de pouvoir gérer les droits directement depuis OCM. J'en ai pas mentionné, il y en a d'autres. Il y en a un notamment qui est assez sympa, qui est Argo CD Pool Integration, qui installe des Argo CD Agents, qui est le nouveau projet de Argo CD, qui permet en fait d'avoir des Argo CD distants qui réconcilient de manière distante et qui pourtant envoient leurs informations sur le hub. Et donc ça, c'est un add-on au sens OCM qui permet d'être installé et d'avoir des Argo CD sur tous nos clusters sans les problèmes de scaling du Argo CD, sans les problèmes de perte de réconciliation, sans les problèmes voilà, qui est plutôt pas mal. Et moi, je vais vous parler du Sveltos OCM add-on. Je vais vous en parler parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais d'abord, on va parler de Sveltos. Sveltos, c'est donc un logiciel qui permet en fait d'installer des Helm charts, enfin des add-ons globalement. Quelle tête ça prend? C'est un profil, c'est un cluster profile. On va lui dire sur quoi on installe et on lui dit ce qu'on installe, donc une Helm chart, des repositories, n'importe quoi. Ce profil, c'est vraiment quelque chose, on peut le composer, c'est-à-dire qu'un même cluster peut avoir, en fonction de son match label, peut avoir et monitoring stack et plein d'autres d'add-ons que vous voulez. Et en fait, ça va être géré à ce niveau-là. L'avantage, juste, c'est que ce cluster profile, ça va être vu un peu comme un déploiement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre ensuite des règles qui sont je veux d'abord commencer par certains clusters. Je vais pouvoir mettre des règles de est-ce que ça a bien été déployé, parce que c'est ça aussi que je veux. Donc, on peut même rajouter du Lua dedans pour dire je teste si Cert Manager a bien été installé. S'il a bien été installé, c'est parce qu'il y a tel statut qui a été updaté à un endroit. Et si jamais ça c'est faux, je ne veux pas updater tous mes clusters. Je veux limiter le blast radius qui est vraiment d'y aller mollo. C'est vraiment quelque chose qui permet de faire ce genre de choses. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc, moi, mon problème que j'ai, c'est, OK, bon, Sveltos, il y a encore un nouveau champ qui est donc ce Sveltos cluster. Mon problème, c'est comment je fais pour créer ce Sveltos cluster. Si jamais je dois encore register une nouvelle fois, en fait, ça y est, je dois encore refaire des actions manuelles, encore faire des choses, etc. Reconfigurer un kubeconfig. Comment je fais pour faire la rotation de clés? Comment je fais pour gérer tout ça? Je n'ai pas envie, à chaque fois que je rajoute un nouvel outil, de devoir rajouter quelque chose. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé Sveltos OCM Add-on, qui permet en fait vraiment de lier OCM et faire en sorte en fait, que les clusters de Sveltos proviennent de OCM. Ma source de vérité devient OCM. Sveltos devient que quelqu'un qui vient être populé par ce plugin. Et en fait, ça me permet comme ça de gérer mes clusters à un seul endroit. Je les registre à un endroit. Puis après, comme on l'a vu avant, OCM a cette capacité d'installer des agents et d'installer des choses. Et c'est ce Sveltos OCM Add-on qui va le faire. Je vais pas rentrer dans les détails. Et donc voilà, globalement, en fait, le but, je peux faire une démo, mais on va voir si je le fais. Mais le but est vraiment d'avoir cette notion où l'OCM, qui lui, pour le coup, n'est pas doué pour installer des add-ons, ne le fait pas, ne sert que comme base de vérité et seulement comme source de vérité pour le reste des add-ons qui sont au-dessus. Et je voulais aussi vous montrer très vite la notion après pour savoir comment on vient au-dessus. La notion de cluster profile. Un cluster profile, ça ressemble à ça. Donc c'est juste en fait, c'est un format que OCM va créer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a register notre cluster dans OCM, OCM va réexporter ensuite ce format pour que d'autres outils puissent l'utiliser ensuite. C'est typiquement quelque chose qui a été présenté avec Kubefleet pour faire en sorte justement comment les outils par-dessus vont pouvoir directement parler au cluster. Et en fait, c'est grâce à cet outil-là, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est dépendant d'OCM. Si moi, demain, je dois créer un nouvel outil,
eh ben, j'ai juste besoin d'aller lire ce cluster profile et je suis capable d'aller parler à n'importe quel cluster grâce à cette définition. Et ça permet en fait de résoudre ce problème NN qui est comment je fais quand j'ai plein de clusters et plein de solutions pour qu'elles puissent parler tout ensemble. Ben voilà, en fait, j'ai ce standard au milieu qui permet de répondre au problème NN en ayant un problème N1 et 1N. Et voilà, globalement, je sais pas combien de temps il reste, mais si on... Je t'en pour une démo, t'es sûr là? Allez, démo time. Démo time, démo time. Donc, j'ai déjà pris de l'avance. Donc, ça, c'est au moins un truc cool. Ouais, the zoom. Et j'enlève Claude parce que sinon, vous verrez la magie en dessous. Donc, je vais vous le partager ensuite. Ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier. J'utilise RunMe. Ça vous permettra, en fait, c'est un README exécutable qui vous permet en fait d'exécuter les commandes. Normalement, le repo, vous pourrez faire un git clone, mettre une clé Linode, parce que clé Linode. Vous mettrez la clé Linode, ça spawnera des machines automatiquement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé donc un LKE cluster. Donc c'est un cluster Kubernetes managé. Dedans, j'ai installé tout ce qu'il faut pour faire du cluster API, donc l'opérateur cluster API, le cert manager. Je wait si tout est bien. J'ajoute cluster apply. Bon, là, il ne marchait pas, mais ça marchera chez vous. Vous savez, ça marchait dans un autre terminal, mais je n'avais pas la bonne variable d'environnement pour. Enfin, c'est Mac. Enfin, bref. Et après, vous installez, donc ça installe automatiquement OCM. Donc, vous aurez un joli OCM qui tourne. Et d'ailleurs, non, c'est là en fait où je me suis arrêté. En fait, je suis pas allé plus loin que créer le cluster. Quelle forme ça a? Ça a juste que j'ai donc un cluster ici, si je zoome. J'ai un cluster qui tourne avec une VM de control plane, enfin mon LKE cluster qui est un 3 nœuds, mon cluster API qui s'est lancé, qui a créé dans le même tenant une VM de control plane et 3 VM. Donc en gros, j'ai un cluster dans un cluster. Globalement, j'ai fait du cluster dans des clusters. Et donc voilà, donc là maintenant je me retrouve à avoir un cluster. Maintenant j'ai envie, donc depuis ce cluster hub qui est ce LKE, je veux réussir à référencer les autres. Je vais essayer d'aller make OCM, voir si ça tourne. Bon, la magie derrière, c'est j'installe et ça marche pas, bien entendu. Hein? Ouais, bah euh, tic. Normalement, ça devrait marcher. Non, mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai retiré tous les namespaces tout à l'heure et je sais pas trop. Bref. Donc, en fait, donc OCM, ça vient avec quelques contrôleurs, mais surtout plein de CRD qui permettent de faire tous ces composants. J'essaie de voir s'il y a tout. Il y a tout qui est running ou en creating. Ça a l'air de bien se passer. Je vais installer mon composant. Alors là, c'est là où ça risque le plus de casser. Non, les add-ons, ceux-là, c'est les add-ons standards. Donc là, en fait, j'installe des add-ons dont je vais avoir besoin, qui sont les add-ons OCM dont on a parlé avant. On pourrait même d'ailleurs, on va le faire en même temps. J'installe Veltos. La magie derrière, là, les makes que je fais, si vous voyez, c'est des customize. Il y a vraiment tout qui est dans chaque dossier. Il n'y a pas de magie. Sveltos, par exemple, ce que je fais, c'est que j'utilise Customize pour template'iser du Helm et pour après les apply avec Keap. Ça marche. Mais globalement, c'est juste ça installe plein de ressources. Ça me permet comme ça de bien gérer les ressources que j'installe. C'est des choses que je fais. Donc tout ça, ça se fait sur le hub. Pour l'instant, en fait, j'ai pas accès au cluster cible. C'est des choses que je fais une fois sur le hub, qui sera en fait à destination plutôt des équipes infra. Une seule fois, c'est un peu votre cluster papa. L'avantage, c'est que en fait, rien ne tourne dessus. Enfin, il y a pas. Si jamais vous le perdez, bah, ça va être juste un peu plus chiant pour rechercher les clusters, mais il n'y a aucun workload de production, il n'y a rien qui va tourner dessus. C'est quelque chose qui est juste à destination des ops. Je vais créer un platform admin et lui donner des droits. Ça, c'est juste, je vais créer un service account pour l'utiliser dans Sveltos.
Et je vais pouvoir faire un create token. Non, mais en fait, je l'ai perdu le create token, c'est ça le concept? Non, si, c'est ça. Hop, je crée un token, donc je vais pouvoir me servir ensuite dans l'UI de Sveltos. Toc, toc, si ça marche. Alors, c'est vraiment l'effet, complètement l'effet démo. Donc, j'ai un dashboard, je zoome. Le dashboard de Sveltos, c'est un dashboard normalement qui est que en read-only quasiment, mais qui va nous servir en fait à voir un peu tout ce qui se passe dans Sveltos. Je lui donne, c'est assez cool comment c'est fait, je lui donne un authorized token et en fait il va utiliser ces droits-là. Il n'a pas de droit par défaut. J'ai créé un droit et je lui donne le droit pendant là, 1 heure de pouvoir faire ce qu'il veut avec mon cluster, avec ma clé. Par défaut, ça vient avec le management, donc c'est-à-dire que Sveltos peut se manager lui-même. C'est souvent ce qu'on retrouve dans les outils comme ça. Et j'ai potentiellement des profils que je peux installer. Il y a aussi un event. Chose marrante, ils ont installé un MCP directement dans la UI qui parle. Donc en fait, je peux faire verify. En fait, ça appelle un MCP pour savoir si ça marche bien. Ça ne marche pas. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas très important pour le coup. Le point important là maintenant, c'est de se dire, je veux vraiment avoir cette chose de intégrer directement dans... je vais intégrer directement mon cluster donc, qui a été créé par Cluster API. Alors, je vais déjà le register une première fois dans mon cluster OCM. Ça, c'est la partie pour le coup où je suis le moins sûr de moi. Donc ça c'est fait. Donc là, maintenant, je devrais pouvoir... Premier, je vais augmenter la taille. Donc... 7-E parce qu'il y a un problème. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais? Je voulais voir les manage clusters. Je vais faire... Voilà, ça a marché. Vraiment, c'était pas du tout sûr parce qu'en fait, j'ai dû faire une pull request dans OCM qui a été mergée il y a 1 semaine. Ils ont release il y a 3 jours et je l'ai mise à jour tout à l'heure. Ça marche. Donc en fait, ce que j'ai fait under the hood, c'est j'ai juste créé un objet OCM pour dire s'il te plaît, register-toi, qui est un objet de type, je sais plus, cluster manager, celui-ci. Non, même pas, c'est même pas celui-ci. C'est dans cluster, manage cluster, voilà. C'est juste quelque chose qui dit, j'ai le nom de mon cluster et je dis Sveltos enable true et puis tout seul avec la notation voilà, plutôt de la cluster API, il va aller se register. Ce qui fait que là, OCM maintenant voit mon cluster, il est capable de se connecter dessus, il est capable de faire un peu tout ce qu'il veut avec. Et maintenant, je vais installer mon petit plugin. Ça marche. Et après, en fait, je vais pouvoir... Alors là, normalement, c'est le moment où je dois avoir dans Sveltos, dans la UI, il va se passer des choses, en théorie. Et là, normalement, en fait, mon plugin va aller en fait s'interfacer avec Sveltos pour créer les ressources qu'il faut et faire en sorte d'avoir tout ce qu'il faut. C'est le moment... Bon, je vous promets que ça marche normalement. Ce qui est le point principal après, c'est que donc pour installer vos add-ons, vous allez en fait installer donc des cluster profiles qu'on a vu avant. Je vais en installer certains que j'ai créés. Donc j'en ai un Kyverno par exemple, et la règle par défaut une règle qui est je ne veux aucun cluster avec un tag latest pour la production. Donc là par exemple, voilà, ça va se présenter comme ça. J'ai un Kyverno. Hop là. Donc j'ai un cluster profile Kyverno avec des règles de déploiement. Et en fait, après, normalement, ça va matcher un cluster grâce à des labels. Là, le problème, c'est que comme mon cluster n'arrive pas, bon, voilà, faut me croire sur parole, ça marche. Donc le cluster après va remonter. Et en fait, grâce à ça, je vais pouvoir dire
En fait, ce cluster profile avec ce Kyverno va s'installer. Et dès que je vais rajouter un cluster, automatiquement, il va être importé, automatiquement, il va être register. Et après, il va s'appliquer des règles automatiquement, en fait, juste par des politiques de label que vous allez gérer. Ça vous permet comme ça d'avoir des centaines ou des milliers de clusters et de pouvoir les gérer, en fait, comme si c'était un pod, en fait. Un cluster devient un pod et est géré de la même façon. Vous ne connaissez pas vraiment son nom, mais juste vous savez qu'il va s'installer et il va se passer des choses dessus. Nous, par exemple, ça va nous servir à mettre des politiques de sécurité dessus. Donc, si vous connaissez l'outil de sécurité Wiz, ça va nous permettre, par exemple, d'avoir une équipe de sécurité qui va nous dire, moi, je veux que sur tous les clusters qui font tourner des workloads Akamai, dessus, il doit y avoir Wiz d'installer. Et directement, je vais lancer ce cluster profile-là. Et via des règles, je sais que tous les clusters importés dans cette solution-là vont avoir Wiz directement, des politiques de sécurité, etc., etc. C'est même pour des politiques de compliance, c'est quelque chose d'assez utile pour ce genre de choses. Voilà, globalement. Mais ouais, c'est dommage que ça marche pas. C'est dommage que j'ai pas le... Ah bah si. Donc non, il fallait juste attendre. Rien faire, hein, sans les mains. Et donc, par contre, il n'y a peut-être pas le bon tag, parce que je ne l'ai peut-être pas rajouté. C'est ça, j'ai un Sveltos Enable. Alors, on va le faire en direct. Ça, pour le coup, je vais edit donc l'objet, le manage cluster, qui est donc l'objet OCM. Donc test workload. Je vais lui rajouter juste un label qui est env fv. Je ne sais pas pourquoi. C'est dans les exemples, à chaque fois, ils utilisent env fv. Et donc, je l'ai. Oui, avec les gros doigts. Tac. Donc là, j'ai touché l'objet OCM et normalement, mon outil va rajouter automatiquement ici dans la liste, va se trigger, va rajouter le envv à ce niveau-là dans le cluster, dans le profile Sveltos. Et via envv, en théorie, Kyverno doit se déclencher parce que son trigger, il est sur envv. Donc son match label est envv. Et donc si jamais le cluster récupère pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ça marche pas. En théorie, ça marche. On va le faire à la main. On va dire que ça marche. Et on va rajouter juste un env fv dans le label pour qu'on voit le Kyverno s'installer. Je sais pas, dans tous les exemples, il y a ça. Et donc, j'ai juste copié-collé comme un... Je ne sais pas du tout ce que ça fait. Donc, il est toujours là. Non, je regardais si parce que potentiellement, mon cluster peut l'enlever. C'est fait. Bon, des fois, c'est juste la UI qui galère un peu. Et en fait, en vrai, ça marche derrière. Something went wrong. J'ai encore mon port forward? Ouais, j'ai encore mon port forward. Bon, ça va marcher. Voilà. Question maintenant ou après? Alors, tu veux les... On l'a fait après, tu me demanderas plus tard. Oh, merci. Oh, la vibe présentation. Ouais, c'est juste. Ouais. Tant que Et bon, on arrive doucement à la fin des présentations. Ça passe vite. Donc, il reste 3 Lightning Talk de 5 minutes. Donc là, ça va vraiment défiler. On va avoir une présentation d'Aura et puis il y a 2 slots encore disponibles. Donc, si quelqu'un veut proposer quelque chose, que ce soit une nouvelle technologie, que ce soit un sujet que vous avez lu récemment dans la presse spécialisée, que ce soit relatif DevOps, SRE, un retour d'expérience, c'est le moment. Moi, s'il n'y a personne qui se présente, j'aimerais bien parler du... Ah, J'ai Kyverno d'installer. bravo. Moi, je serais intéressé pour parler un peu du FOSDEM, parce que c'était ce week-end. Donc, juste vous faire un retour d'expérience sur cet événement. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie de parler de quelque chose, juste levez la main ou venez écrire avec le stylo sur le tableau blanc.
Et du coup, je vais laisser le micro à Pablo. Alors là, on essaye de jouer le jeu des 5 minutes de présentation. C'est en Lightning Talk classique. Sinon, je me fais balayer. Et c'est quand tu veux. Oui, quand l'écran boudra, je pense. Ah oui, voilà. Bon, comme disait Mathieu, ça va être une présentation assez rapide. L'idée, c'est pas, comme j'ai passé beaucoup de temps, donc vous inquiétez pas, ça va pas trop, on ne va pas prendre trop de temps. Mais pour commencer d'abord, avant le sujet, qui connaît Dora, le projet Dora? Ok, c'est bien. Donc c'est un peu pour ajuster, c'est pas grave si vous connaissez pas. L'idée, c'est justement pour ajuster un peu le discours, le niveau de détail à avoir. Donc là, c'est vraiment un sujet plus DevOps, plus dans les pratiques, dans la méthodologie, qui impacte évidemment SRE parce que SRE, comme on sait, implémente DevOps. Donc, basiquement, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous travaillez en tant que SRE pour une équipe, dans une équipe produit, au sein d'une équipe produit. Vous arrivez pour implémenter des bonnes pratiques, des CELO, ce type de choses, ou des pratiques un peu DevOps. Et vous voyez que même si vous essayez d'infuser un peu ces pratiques-là, ça ne prend pas. Il y a toujours des conflits au niveau du dev, du cycle de release. Il y a des blocages, des librairies, c'est trop lent. Parfois, il peut y avoir des PO, des EM qui se plantent parce qu'on ne délivre pas de la qualité ou dans du temps en partie. Donc, il existe un projet de recherche qui s'appelle DOA Research et qui justement qui existe depuis une dizaine d'années, qui collecte des métriques à niveau de qu'est-ce qui fait qu'une équipe soit performante en termes de software delivery en utilisant des pratiques DevOps. Donc, basiquement, du coup, là, il livre un rapport tous les ans de la partie de l'état des lieux, en tout cas, du DevOps dans le monde, aussi à niveau global. Et donc, basiquement, c'est vraiment comme une étude scientifique. Ce n'est pas forcément de l'opinion de quelqu'un qui dit bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est vraiment avec des données. Ça a pris pas mal de temps à collecter les données par les chercheurs. Donc, ça permet aussi, basiquement, mon point, c'est d'avoir des outils ou un framework qui permet vraiment d'évaluer est-ce qu'on est performant, est-ce qu'on est bon en termes de DevOps, parce qu'en général, dans les équipes, on dit on fait du DevOps, mais parfois, c'est difficile d'avoir une métrique ou un point de vue un peu, comment ça s'appelle oui, avoir un truc plus, comme dire, pas juste une opinion, donc, sans trop dévier. Donc voilà, c'est ça répond à ça, c'est Dora, le projet Dora. Et donc, ça donne quelques métriques, ils appellent ça des capabilities, qui permet dans une équipe, essayer de voir quels sont les axes d'amélioration, les leviers, pour arriver à être performant pour la partie savoir delivery. Je vais vous montrer un peu. Donc, DORA, ça veut dire DevOps Research and Assessment. Donc, un truc classique qu'il y a parfois, je ne sais pas si c'est un cliché, un mythe, dès qu'on ne peut pas aller vite et en même temps développer vite des features dans une équipe produit en général et en même temps avoir de la stabilité. C'est toujours le débat qu'on a eu, toujours DevOps. Est-ce que les devs essayent juste des features, mais pour les ops, c'est plus la stabilité. Donc là, avec ces données-là scientifiques, ils prouvent qu'on peut aller vite de manière stable, et même, c'est en général les équipes qui performent bien, ils ont ces deux caractéristiques. Ils arrivent à livrer de la qualité en temps, en forme, sans trop de problèmes ou des erreurs. Avant 2025, les projets DORA, c'est basé sur 4 métriques pour mesurer les performances d'une équipe. En gros, c'était le temps pour que le code arrive en prod, de la conception jusqu'à la prod, le temps pour déployer, la fréquence de déploiement, pardon, et après aussi le taux d'erreur qu'il y avait à chaque déploiement. Et le quatrième, c'est il y a le taux d'erreur aussi, mais c'est le temps pour que le temps pour recover, c'est ça. Le temps s'il y a une erreur lors du déploiement, combien de temps on va prendre à restaurer l'état initial. Donc ça a changé dans le dernier rapport 2025, que maintenant ils ont des archétypes, ils appellent ça. Donc c'est une vision un peu plus globale de ces indicateurs, parce qu'ils ont rendu compte que 4 indicateurs, parfois ça a biaisé les choses. Il y avait des gens qui essayaient juste des équipes
qui pourraient juste se baser sur 4 métriques, être performants par rapport aux métriques, mais les équipes étaient parfois en burn-out ou ce n'était pas forcément une équipe performante à la fin. Donc, ils ont créé 7 archétypes. Donc là, peut-être vous allez vous sentir un peu identifié, ou parfois vous avez vu ça dans vos équipes en tant que SRE ou en tant que dev, ou peu importe, dans les deux. Donc ils ont défini un sorte de radar avec des facteurs qui sont les plus importants, qui sont des indicateurs, un peu à voir s'ils sont importants ou pas, mais pour chaque équipe. Donc, je passe très vite, mais en tout cas, ça permet de voir la performance de l'équipe, c'est si l'équipe arrive à s'organiser correctement à niveau de l'organisation de l'équipe, des sprints, plus à niveau, qu'on s'appelle dev. Après, le product of performance, c'est plus à niveau des SLO. Est-ce que l'équipe arrive, par exemple, un des indicateurs s'appelle les SLO, mais l'équipe arrive à suivre ses propres SLO, à les respecter. Après, les software delivery throughput, est la vitesse à laquelle on peut délivrer des features. Après, la stabilité, c'est lié justement à ce qu'avant était le taux d'erreur ou le temps pour recover des erreurs. Individual effectiveness, c'est aussi la sensation de comme ça aussi, maintenant, ça prend en compte la perspective du développeur ou du membre de l'équipe, de savoir, pour mesurer si est-ce qu'il est satisfait avec ce qu'il fait, dans le sens est-ce qu'il est assez productif ou pas. Et le temps, le valuable work, c'est aussi si chaque personne de l'équipe a considère que son travail dans un certain pourcentage est plus utile ou pas par rapport au produit. Par exemple, ça peut être le fait que parfois on a beaucoup de toil, beaucoup des choses qui n'apportent pas de la valeur, mais qu'on doit le faire, la partie un peu administrative. Et la flexion, c'est justement aussi pareil, lié plus aux outils des CI/CD, des flaky tests, ce type de choses qui freinent un peu le travail d'un développeur. Et le burn-out aussi, c'est un autre paramètre qui a été rajouté, qui mesure un peu justement le stress à niveau émotionnel, physique, la fatigue, basiquement, physique, émotionnel de chaque personne qui intervient dans l'équipe. Donc, tous ces facteurs-là, donnent une mesure, en tout cas, de la qualité du travail après, mais de la performance de l'équipe, ou ce qui va livrer après l'équipe. Donc, il y a, pour faire vite, du coup, il y a différents niveaux. Donc, comme vous voyez, là, c'est par exemple des équipes qui arrivent à performer, mais comme il y a du legacy, ils sont plus en burn-out, il y a beaucoup de friction, mais tous les autres aspects, ils ne sont pas forcément de soucis. Il y a des autres qui sont, comme il n'y a pas forcément de legacy, mais il y a trop de contraintes à niveau, je sais pas, process, réglementaire, ce type de choses. Donc, ça freine un peu la performance de delivery. Et ça aussi, bon, ça commence à s'améliorer, évidemment, après 4, 5, 6, 7, je passe un peu vite, mais du coup, là, chaque facteur peut avoir une incidence, donc là, c'est écrit. Pour info, oui, le rapport, ça fait à peu près 130 pages, donc ça parle sur plusieurs aspects. Là, je parle principalement sur l'aspect des software delivery, mais il y a une partie sur la IA et tout ça, donc il y a pas mal d'aspects, mais il y a beaucoup plus de détails. Donc là, j'ai fait très vite pour profiter du temps. Et donc là, on se rapproche vraiment aux équipes plus comme des performers en tout cas. Et là, c'est un peu l'excellence. Donc là, il donne des exemples. Et donc, une fois qu'on a vu ça, on peut se poser la question, donc soi-même, est-ce que mon équipe ou l'équipe pour laquelle je travaille, comment je peux faire ça? Donc, je ne vais pas vous dire parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais en tout cas, de toute façon, dans le framework là qui présente Dora, il y a pas mal de ressources, il y a tous les capabilities. En tout cas, ce sont des petits leviers qu'on peut mettre en place pour améliorer ces points-là. Et même aussi, il y a une sorte de questionnaire d'assessment pour voir un peu avec quelques questions que vous poussez vous-même ou poser à vos équipes, des gens de votre équipe, pour en tout cas avoir une assessment de où est-ce qu'on est, pourquoi on est comme ça ou pas. Ça permet principalement, c'est un outil pour amener la discussion dans une équipe. Soit vous êtes comme dev, SRE ou manager, PO, peu importe. Du coup, ça permet d'avoir un outil un peu commun pour discuter et que ce ne soit pas juste l'opinion de quelqu'un du coin qui va dire quelque chose. Voilà, rapidement, c'est ça. Là, c'est le site dora.dev, il y a toutes les ressources. Le rapport, il est dans cette URL-là. Et voilà, c'est tout. J'espère que je ne vais pas dépasser le... Et bah, merci beaucoup. Et en plus, bien joué à toi d'avoir préparé les slides, même pour un Lightning Talk, c'est cool. Pour rappel, toutes les slides seront disponibles dès demain sur le repo GitHub de SRE France, SRE-France, c'est le nom de l'organisation sur GitHub. Donc, il y aura les slides de Xavier, de Guilhem et de Pablo pour celles et ceux qui veulent continuer à investiguer sur ces sujets à la maison. Il y aura aussi la vidéo qui sera disponible sur notre chaîne YouTube.
Moi, je vais prendre vraiment les 3-4 dernières minutes avant de passer à l'apéro pour parler un petit peu du FOSDEM. Est-ce qu'il y en a qui étaient au FOSDEM ce week-end? Oh, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le FOSDEM? Alors, le FOSDEM, qu'est-ce que c'est? C'est une conférence. Alors, je vais regarder l'heure. Ok. FOSDEM, c'est une conférence qui est assez intéressante puisque vous n'assisterez à aucun talk durant cette conférence-là. Pourquoi? Parce que c'est une des plus grandes conférences sur les sujets open source européennes, voire mondiales, je pense, et qui touche tous les sujets open source. Donc là, aujourd'hui, on parle SRE DevOps, mais là, au FOSDEM, ça va parler d'éthique, ça va parler de politique, de biomédecine, de Rust, de microkernel, de réseau, de conteneurs. Vraiment, tous les sujets informatiques DevOps sont balayés durant ces 2 jours-là. Pourquoi je dis que vous assisterez à aucun talk? Bah, simplement parce que c'est super, il y a beaucoup de monde. Et donc, en fait, si vous voulez aller dans un talk sur un conteneur, sur les conteneurs ou sur du DevOps, bah, c'est mieux de venir 2 heures avant pour être sûr d'avoir une place dans la salle. Et ce qui est super au FOSDEM, c'est que les personnes qui vont faire les présentations, généralement, ce sont les personnes qui font et qui développent ces solutions. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça vous permet d'interagir directement, par exemple, avec Daniel Steinberg, qui est développeur de curl, d'interagir avec Lennart Pottering, le développeur de systemd, d'interagir avec les personnes qui sont là, qui font l'open source aujourd'hui. Donc, le FOSDEM, c'est à Bruxelles, chaque année, au même endroit, Université libre de Bruxelles, ULB. C'est 2 jours vraiment très intenses. Vous avez des food trucks pour avoir des gaufres, des frites et des bières pendant les 2 jours de l'événement. Et voilà, donc c'est un joyeux bordel. Mais c'est très intéressant comme conférence. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est surtout les discussions que vous aurez là-bas. Et surtout, vu que c'est une des plus grandes conférences open source, en fait, vous allez retrouver des collègues, des amis, des gens d'autres communautés que vous avez l'habitude de croiser à d'autres événements. Donc voilà, donc si vous ne connaissez pas, je vous recommande d'y aller. Donc c'est toujours en février, à la même date à peu près. Et ça fait 25 ans, je pense, que le FOSDEM existe. Ouais, 2000. Donc ça fait, ouais, c'est vraiment une conf qui est là et qui restera là, je pense, pendant les prochaines années. Pour info, c'est gratuit sans inscription. Voilà, donc même vous pouvez dire on va en week-end à Bruxelles, on va faire un petit tour à la conférence et puis après on va à Grande Place pour visiter un petit peu. Mais voilà, c'est gratuit sans inscription et vraiment c'est vraiment génial de voir ce que peut faire une communauté open source en comparaison avec d'autres conférences qui elles peuvent être payantes ou plus compliquées à accéder. Donc voilà, c'était petit laïus sur le FOSDEM. Encore une fois, merci à toutes et à tous d'être venus à cette première édition de l'année. Et merci à Akamai, gros merci à Akamai, kudos à eux pour nous accueillir et puis pour nous proposer ce petit apéro par la suite. Donc je vous invite à rester pour discuter, poser les questions aux speakers qu'on a eu. Merci aux speakers, Xavier, Guilhem, Pablo, d'avoir pris du temps et d'avoir travaillé sur ces sujets-là. Voilà, bonne soirée.